Histoire du Boulonnais. Le hameau de Honvaux, entre géologie et histoire. Entre la pointe de la Crèche et la ville de Wimereux, s'étend une vallée en pente, avec une falaise qui fut le témoin de nombreuses petites et grandes histoires. Jusqu'en 1944, un très ancien petit château s'y trouvait. Du hameau de Honvaux, la vue est admirable sur la rade Saint-Jean et jusqu'au cap Griné. La côte du Boulonnais présente des couches géologiques correspondantes à celles qui affleurent à la surface en Angleterre dans différentes parties des comtés de Kent et de Sussex. Le Boulonnais est une unité géomorphologique majeure, qui correspond à une dépression de forme triangulaire s'ouvrant vers l'ouest sur la mer. Elle résulte de l'érosion d'un anticlinal, c'est-à-dire un plissement, qui résulte du contre-coup de la formation des Alpes. C'est ce qui explique en partie que le Boulonnais soit aussi vallonné. La boutonnière du Boulonnais, qui se prolonge sous l'eau jusque dans le Kent, rappelle qu'il y a plusieurs millions d'années, les deux territoires ne faisaient qu'un. Au niveau du Boulonnais, affleurent des roches datant du Jurassique supérieur, c'est-à-dire plus anciennes que celles du Crétacé, et plus particulièrement du Portlandien, également appelé Tithonien. La couche juste en dessous correspondant au Kimméridgien. L'érosion de ce secteur a mis à nu une grande variété de couches géologiques jurassiques de nature très diverses, sable, calcaire, marne, grès et argile. Le grès, ocre ou gris, fut le matériel de construction habituel du bas boulonnais au Moyen Âge. C'est une roche sédimentaire formée de débris résultant de la désagrégation de roches préexistantes. Les carrières de grès étaient nombreuses au Moyen Âge. Il y en avait une à Honvaux, qu'on utilisa fréquemment pour élever les monuments de Boulogne, comme par exemple l'ancienne cathédrale bâtie en 1100 par Hyde de Boulogne, mère de Godefroy de Bouillon. L'ancien château de Honvaux a été construit à partir de grès et de calcaire oolithique. L'intérêt géologique de la falaise située à hauteur de Honvaux est très grand. Entre l'anticlinal de la Crèche, que l'on peut facilement voir du côté de Boulogne, et la faille ou la tranchée de Honvaux, on observe un décrochement de 1,80 m entre l'étage du Portlandien et celui du Kimméridgien. Le plongement au nord fait disparaître ces couches comme dans la falaise, qui faisait face à la tour de Croix, sous le Portlandien supérieur. Dans la tranchée de Garenne de Wimereux, nous retrouvons le Portlandien moyen. Au commencement de la tranchée de Honvaux, les couches géologiques plongent au nord, de 15 degrés environ. On trouve 3 masses d'argile séparées par 2 bancs de calcaire, un banc de calcaire glauconieux concrétionné, épais de 30 cm environ et désigné par les terrassiers sous les noms de gros bancs, constitue comme une corniche au-dessus de la masse argileuse noirâtre et supporte le Portlandien supérieur. On peut voir que les goélands s'accommodent très bien de la richesse géologique de Honvaux. Des sables jaunâtres forment le haut de la tranchée. Vers le milieu de la tranchée, une faille très nette met brusquement le Portlandien supérieur en contact avec une masse confuse de sable argileux jaune et rougeâtre, mêlé d'argile jaune ou bigarrée, série peu connue, qui correspond probablement au sable de Hastings et à l'argile de Veld en Angleterre. L'anticlinal du Weald ne forme qu'un avec celui de l'Artois en France. Il se prolonge en effet sur quelques 65 km dans la direction du sud-est et renaît de l'autre côté du Pas-de-Calais pour former les collines du Boulonnais qui séparent le haut du bas Boulonnais. On trouve encore actuellement de très nombreux fossiles datant du Jurassique supérieur. L'étage portlandien présente 4 zones, dont la 3e, dénommée Marne à Pernat-Bouchardy, fait partie de la falaise de Honvaux. Les Pernats sont une grande famille de coquillages bivalves que l'on peut comparer aux moules et huîtres actuels. Cette région est également connue en paléontologie pour ses étoiles de mer, dont Astropecten l'Orioli. Ces étoiles de mer existent encore et leur rangée d'épines les font appeler étoiles peignes. Dans le grès de Honvaux, 6 espèces différentes de trigonies ont été recensées. Les trigonies étaient des mollusques bivalves vivants pendant le Jurassique et le Crétacé. Sans avoir besoin de creuser, en se promenant juste en bas de la falaise, on trouve dans les graviers du Portlandien, de très nombreux fossiles de trigonies, lissés et polis par le flux et le reflux de la mer pendant des milliers d'années. On y trouve également des oursins, des rostres de bélemnites et des ammonites. Les ammonites sont des céphalopodes qui ont pu atteindre des tailles de 2 mètres à la fin du Jurassique. Au XIXe siècle, dans la tranchée de Honvaux, beaucoup de fossiles d'une faune avec une très belle conservation ont été trouvés, et notamment lors du creusement de la profonde tranchée du chemin de fer. Pendant que se déposaient les marnes d'Honvaux, des poissons géants vivaient dans nos mers, l'Helpidotus gigantesque,
les Pycnodus du Tertrii, qui sont des poissons à dents très reconnaissables, et de Chimère, les Inchiodus du Tertrii et du Frénois. Henri-Émile Sauvage, né le 22 septembre 1842 et mort le 3 janvier 1917, a été un expert de ces fossiles, et il en a exposé des milliers de fragments dans le musée de Boulogne-sur-Mer, pendant qu'il en était le conservateur. Le chimeridien marin a livré quelques rares restes de dinosaures sauropodes comme le Néosodon, mais c'est surtout dans les dépôts sableux d'estuaires du Jurassique terminal que l'on rencontre des dinosaures dans la région. Des restes fossilisés de reptiles marins ont été trouvés dans le Jurassique de la région, comme des fossiles d'ichthyosaures, de sauroptérygiens et de mosasaures. Bien évidemment, ces fossiles sont exceptionnels et rarissimes, et pendant vos balades, vous trouverez surtout des fossiles de trigonie. Entre la cise marneuse et la couche suivante qui est principalement calcaire, la séparation est constituée par un poudingue, qui est un conglomérat de grès souvent ferrugineux et de galets de silex. Le mot français poudingue vient de l'anglais pudding, lui-même issu du français boudin, qui a été anglicisé, qui désigne un gâteau anglais fait d'une pâte compacte dans laquelle se distinguent les raisins secs et les fruits confits. Le pudding est très connu dans le Boulonnais depuis le 19e siècle. Tout comme la géologie, le plum pudding rappelle les liens avec le Royaume-Uni, qui est séparé du continent par le Channel, mais malgré cela la côte d'Opale et le Kent se tiennent par la Manche. Dans la falaise, on peut observer deux failles, la faille de la Tour de Croix et la faille de Honvaux qui sont des accidents épicrétacés dont le jeu a produit l'effondrement d'un petit compartiment entre l'anticlinal de la Crèche et la faille du Vimereux. La dépression qui en est résultée était sans doute jadis occupée largement par l'estuaire du Vimereux, mais une ligne de dunes s'appuyant sur un cordon littoral s'est édifiée au XVIIIe siècle dans l'anse de Vimereux et a obstrué l'estuaire de la rivière qui a cherché une issue vers le nord au pied de la falaise. L'embouchure du Vimereux a été définitivement canalisée artificiellement au XIXe siècle comme elle l'est toujours actuellement. Au niveau de la faille de la Tour de Croix, les couches géologiques continuent le plongement de 15 degrés vers le nord. Quand la falaise cesse d'être visible au niveau de l'ancien casino de Vimereux, c'est le Portlandien supérieur qui en forme la base, tandis que sur la côte la pente se poursuit. La pente se termine au niveau du ruisseau d'Onvaux. À l'origine le ruisseau d'Onvaux roulait à la mer, après avoir reçu les eaux dites des prairies d'Onvaux. Il s'arrête maintenant à Vimereux et est souterrain jusque la mer. Onvaux était initialement un hameau situé sur la commune de Vimille. Il dépend maintenant de la commune de Vimereux. Le domaine de Onvaux, qui fut nommé château au Moyen-Âge puis manoir par la suite, est situé entre Boulogne-sur-Mer et Vimereux. L'étymologie de Onvaux a deux origines possibles. Vaux pourrait venir du suffixe saxonfelt, qui signifie champ, domaine, et serait à rapprocher de fief. Il pourrait également venir de Valis, en langue romane, qui a donné Val, ou Vallon, comme dans l'ancienne expression, par Monts et par Vaux. On viendrait de Yon qui est un nom anciennement connu. Il y a tout lieu de présumer qu'un certain Yon habitait la petite vallée au XIIIe siècle, qui depuis fut appelée, à cause de lui, Huonvaux ou Onvaux, c'est-à-dire Val ou fief de Huon. Le nom est resté, même si l'orthographe a été malmenée. Le château de Onvaux était un petit château de style gothique, avec tourelle et mâchicoulis. L'archéologue et historien de l'art boulonnais, Camille Anlard, estimait que les parties architecturales les plus anciennes du donjon de Onvaux dataient des XIIe et XIIIe siècles. Le chemin de ronde datait du début du XVIe siècle. Ce manoir était un des spécimens les plus anciens et les plus complets des petites résidences seigneuriales du Moyen-Âge en Boulonnais. Il était perché à 50 mètres d'altitude et à 600 mètres de l'estran, c'est-à-dire la zone entre les plus hautes et les plus basses marées. Au milieu du XIIIe siècle, Amand de Onvaux fut sénéchal du Boulonnais. La prise de Calais par les Anglais en 1347 a ouvert le nord de la France à un danger permanent d'invasion. C'est une des raisons de la densité importante de petites forteresses et de manoirs fortifiés en Artois, et dans le Boulonnais. Leurs propriétaires tenaient à se garantir des dangers ordinaires du Moyen-Âge, et se réservaient, en cas de péril grave, de courir se réfugier à l'abri des puissants remparts de Boulogne. Même si le Boulonnais fait partie de la France, l'emprise de la Flandre s'étend encore à cette époque jusque l'Artois. Jusqu'en 1350, le blason des seigneurs de Onvaux le rappelle. Ensuite le blason sera écartelé en 4 parties plus boulonnaises. Guy d'Onvaux était écuyer sous Jean II, le Bon, jusqu'en 1380.
En 1392, Guillaume de Honvaux est taxé de sans-sol parisis sur son fief pour le mariage du troisième fils du roi Jean le Bon, Jean Ier de Berry, et de Jeanne d'Auvergne, comtesse de Boulogne, d'Auguine d'Auvergne, fille de Jean II, d'Auvergne, comte de Boulogne, et d'Aliénor de Comminges. Jeanne de Boulogne connaîtra un destin peu enviable et sera enterrée dans la cathédrale de Bourges. En 1477, sous Louis XI le Prudent, Lancelot de Honvaux est taxé de sans-sol pour son fief de Honvaux. À cette époque, existait un souterrain reliant Honvaux à Wimereux. Il pourrait avoir été creusé au moment où les carrières de grès de Honvaux étaient exploitées, à l'époque du Haut Moyen Âge. Il était parallèle à la falaise et avait la forme d'un 8 horizontal. Il s'agissait d'un souterrain, avec un plafond voûté qui pouvait avoir une centaine de mètres de longueur sur une possible largeur d'une dizaine de mètres. Une telle largeur devait être nécessaire pour le déplacement de nombreux hommes de troupe avec des armes lourdes, comme des canons. Il permettait à une troupe d'être invisible de la mer, pour échapper aux yeux des Anglais, ou d'être invisible des remparts de Boulogne, pour échapper aux yeux des Boulonnais. Ce souterrain, dont une entrée encombrée de broussailles était encore visible au XIXe siècle, pourrait avoir été rebouché au XVIe siècle. En 1509, c'est Gilles de Honvaux qui possède le fief de Honvaux. Déjà par 3 fois, les Anglais avaient essayé en vain de s'emparer de Boulogne, dont ils désiraient vivement la possession. Mais la ville de Notre-Dame de Boulogne est très forte, disait l'empereur Maximilien de Habsbourg en 1513. Elle est entourée de fossés et de murailles, et ses soldats sont les meilleurs de France. L'empereur Maximilien Ier possédait le comté de Boulogne par son mariage avec Marie de Bourgogne, fille de Charles le Téméraire. En 1520, lors de la rencontre du camp du Bras d'Or, situé entre la ville anglaise de Guînes et la ville française d'Ardres, le roi François Ier domine le roi Henri VIII. En 1524, Antoine de Honvaux vend la seigneurie et le domaine de Honvaux à Jehan de Froard, avocat du roi François Ier en la sénéchaussée du Boulonnais. En 1532, Henri VIII et François Ier viennent prier ensemble dans l'église Notre-Dame de Boulogne. En 1534, Henri VIII invente le divorce et s'opposant au pape, il crée l'église anglicane. En 1542, Henri VIII est en mauvaise santé. À 53 ans, il pèse 130 kilos. Il vient de faire exécuter sa 5e épouse, et c'est à cette époque qu'il entreprend de commencer le siège de Boulogne-sur-Mer. Le vendredi 18 juillet 1544, l'armée anglaise arrive de Calais. Elle passe par Honvaux pour se diriger vers Boulogne l'encerclée, en se positionnant au niveau de la Tour d'Ordre, de Beaurepaire, Maclétras, Vicardène, Dringant, La Moire-au-Cry, et Ostrove, c'est-à-dire toutes les hauteurs au nord, à l'est, et au sud de Boulogne-sur-Mer. L'armée anglaise est de 47 000 hommes. La garnison de Boulogne était de 2000 soldats. Le siège de Boulogne est présenté dans l'épisode 7 de la saison 4 de la série Les Tudors. Le 26 juillet, Henri VIII rejoignit ses troupes. Charles Brandon, le premier duc de Suffolk, vint à sa rencontre et le conduisit en face du front nord de la cité, près de la mer. C'est là que le souverain établit ses quartiers. Il est supposé que sa résidence fut à Honvaux, mais il s'est plus probablement installé plus haut, au niveau de Terlington. Le siège de Boulogne-sur-Mer dura 58 jours. Les remparts permettent aux Boulonnais de résister. Les boulets de canon, de 40 cm de diamètre, visent tout particulièrement l'église Notre-Dame, symbole de cette guerre de religion. Le mardi 15 août 1544, le jour de l'Assomption, la canonnade s'intensifie et renverse le clocher sur la voûte. Le gouverneur de Boulogne, Jacques Ier de Coucy, seigneur de Vervins, capitule après s'être entendu avec le roi d'Angleterre, malgré l'opposition du Mayer Irvin et des habitants, et ouvre les portes de la ville aux Anglais le 14 septembre 1544. Le 22 septembre 1544, c'est la ratification par Charles Quint, allié d'Henri VIII, du traité de Crépy-en-Laonnois, conclu avec François Ier, au Cateau-Cambrésis. François Ier meurt en 1547. Pour sa reddition qualifiée de trahison, Jacques de Coucy de Vervins, gendre de Henri II, sera décapité en place de Grève, en juillet 1549. Son corps sera découpé en 4 parties et exposé aux 4 coins de la région. La très ancienne statue de Notre-Dame, arrivée en 633 sur les rives de Boulogne pendant le règne du roi Dagobert,
est à l'origine de l'histoire religieuse de Boulogne, est profanée et emportée à Londres pour y être exposée comme trophée. La chapelle Notre-Dame est détruite, la crypte est comblée, l'église de Notre-Dame devient un arsenal. À la place de la chapelle, une terrasse est construite, pour y mettre des pièces de canon. La ville est pillée, la plupart des habitants s'enfuient vers Étaples et sont détroussés et tués sur les chemins par les Anglais furieux de voir le butin leur échapper. Henri VIII veut transformer la ville en cité anglaise et la repeuple de gens venus du Calaisie. La peste s'abat sur la ville, en 5 semaines, 10 000 soldats anglais mourront. Boulogne sera appelée le cimetière des Anglais. En 1549, la sénéchaussée de Boulogne était présidée par Jean de Froard, écuyer, seigneur de Honvaux, conseiller et avocat du roi Henri II. Pendant l'occupation anglaise, les séances de la sénéchaussée eurent lieu au château de Dèvres. Une autre version de la disparition de la statue est qu'elle aurait été apportée par le clergé et mise dans une niche du puits du château de Honvaux, et murée pour qu'elle ne soit pas visible. Le puits de Honvaux est décrit comme étant très profond, il est construit au-dessus d'une source d'eau courante. Une voûte sans calotte est posée sur les 2 rives de la source. Sur les arcs de cette voûte, repose toute la maçonnerie intérieure du puits dans laquelle, au tiers, on trouve une niche sur la droite et aux 2 tiers de la profondeur, une seconde niche dans la paroi de gauche. En 1550, après que Boulogne redevint française par le traité de Capécure, les autorités ecclésiastiques recherchent l'image de Notre-Dame, mais trouvent la niche des murets, et vide. Elle sera trouvée quelque temps plus tard dans la seconde niche plus profonde. Après 5 ans et demi d'occupation anglaise désastreuse, les Français rentrent dans la ville le 25 avril, le jour de la Saint-Marc, qui sera fêté tous les ans jusqu'au XIXe siècle. La statue sera ensuite rendue par les Anglais au prince Louis III, de la Trémoille, et ramenée du rivage en procession jusqu'à l'église Notre-Dame. Il pourrait s'agir d'une mise en scène, pour rappeler l'arrivée de la statue de la Vierge Noire en 633, et aussi de ne pas révéler la cachette de Honvaux, qui pourrait servir à nouveau. Il se pourrait aussi qu'il y ait une communication entre le puits et l'ancien souterrain, qui rejoignait Wimereux. En 1553, c'est la destruction totale de Thérouanne par les troupes de l'empereur Charles Quint. L'évêché est transféré provisoirement à Boulogne. Cette année-là, Jehan de Froard meurt, et c'est son fils aîné, également prénommé Jehan, écuyer du roi Henri II, seigneur de Bayon et de la Watine, qui devient seigneur de Honvaux. Le 10 juillet 1559, c'est la mort accidentelle du roi Henri II. Le 27 septembre, le seigneur de Morvilliers est nommé gouverneur de la ville de Boulogne-sur-Mer. En 1560, Jehan de Froard prend part aux élections de Boulogne pour devenir échevin. À cette époque, les luthériens et les calvinistes sont appelés les huguenots. C'est un terme péjoratif pour désigner le fait qu'ils se cachent, pour éviter les persécutions des catholiques, et sortent la nuit. Les huguenots deviendront par la suite les protestants. En 1562, les premiers troubles commencent à Boulogne. Les chanoines brûlent publiquement des livres de huguenots. La même année, le gouverneur Morvilliers a rejoint le roi de Navarre, et l'armée protestante, à Rouen. Le roi Charles IX, âgé de 12 ans, nomme un nouveau gouverneur à Boulogne, le seigneur de Gournay. En 1563, sa mère Catherine de Médicis, régente du royaume, replace de Morvilliers dans ses fonctions de gouverneur du Boulonnais. Après le 12 juin 1567, les huguenots sont majoritaires en Basse-Ville. Ils font interdire le culte catholique. Le 26 septembre 1567, le seigneur de Morvilliers arrive à Boulogne avec une puissante escorte de cavalerie et d'infanterie, tout acquise à sa cause. Pendant 8 à 10 jours, il fait rentrer régulièrement des soldats dans la ville fortifiée, seulement à la file, pour ne pas alarmer les habitants. Comme les catholiques boulonnais sont insultés et maltraités par cette soldatesque, ils souhaitent cacher ce qu'ils possèdent. Certains s'enfuient avec leurs biens dans les villes et villages environnants. Mais le seigneur de Morvilliers parvient, à force de ruse, à inspirer aux catholiques boulonnais une confiance dont ils devinrent les victimes. Il rassure si bien les chanoines, qu'ils lui confient la meilleure partie de leur argenterie et des meubles de l'église, pour être cachés dans le château de Boulogne. Dans la nuit du 11 au 12 octobre 1567, des soldats huguenots entrent dans la cathédrale. Ils abattent les statues et s'emparent de l'image, c'est-à-dire la statue, de Notre-Dame de Boulogne. Ils la jettent hors de l'église, la corde au cou,
et la traînent dans la rue, jusqu'au corps de garde de la porte Flamingue, la porte de Calais. Ils essaient de la briser mais n'y parviennent pas. Ivres de fureur et d'alcool, ils tentent de la détruire par le feu, mais sans succès. Leur courage s'estompant peu à peu, et craignant que leur sacrilège ne soit découvert, ils préfèrent l'enlever au loin et la cacher pour que le gouverneur Morvilliers ne puisse pas être accusé. Les Huguenots, avec à leur tête le seigneur d'Écault, font descendre la statue par les remparts dans les fossés de la porte flamande, pour l'emporter à une demi-lieue de là, c'est-à-dire 2,4 km au château de Honvaux, où résident Jean de Froard, protestant notoire et très actif partisan des calvinistes. Un des soldats habitant Vimille, Bertrand Briard, l'enlève furtivement et la garde quelque temps chez lui, mais la ramène ensuite à Honvaux par crainte de représailles. La statue sera d'abord enfouie sous un tas de fumier à l'entrée de la basse-cour du château. Elle y serait restée 3 années, puis ensuite jetée dans le puits, pour y pourrir. Le dimanche 12 octobre, en entrant dans l'église, on découvre que l'image miraculeuse a disparu de son autel. Dès 6 heures du matin, le clergé porte plainte auprès de la Sénéchaussée. Les portes de la Haute-Ville sont maintenues fermées. L'enquête montre que la porte près de Saint-Christophe, située à proximité des maisons remplies de soldats en face de la rue du Château, a été mise hors de ses gonds. Les soldats sont rentrés et ont pris la statue, qui était dans la chapelle Notre-Dame, partie de l'église la plus proche des remparts. Toutes les maisons sont fouillées. Les caves, jardins, fossés, et puits, sont explorés. Morvilliers fait promettre 20 écus à quiconque viendrait révéler le coupable du vol, et il fait même emprisonner quelques suspects. Les pseudo-recherches restèrent sans succès. Le seigneur de Morvilliers, craignant un soulèvement contre lui et sa garnison, fait semblant d'être affligé de la disparition de la Sainte Image. De nombreux Boulonnais quittèrent la ville, voyant arriver des temps troublés. Car selon la croyance, la statue miraculeuse n'était plus là pour protéger la ville. Voyant partir peu à peu leur possible butin et certains de leur impunité, les soldats huguenots commencèrent le pillage de la cathédrale, à peine restaurée et remeublée, le lendemain de la Toussaint 1567. Pendant l'office du matin, ils se précipitent hors du château et tirent plus de 200 coups d'arquebuse sur les vitraux. À l'intérieur de la cathédrale, c'est la panique. Les portes de la cathédrale sont forcées, le pillage commence. Après avoir enlevé tout ce qui pouvait leur servir, les cloches, les horloges, le plomb des toitures, le bois, le pavé, le marbre, ils violent les tombeaux et mettent le feu au bâtiment pour voir brûler ce qu'ils ne peuvent pas emporter. Les prêtres qui étaient restés dans la ville pour administrer les derniers sacrements aux mourants sont massacrés. La femme du gouverneur de Morvilliers demande que la cathédrale serve d'écurie pour ses chevaux. La cathédrale est plus endommagée qu'en 1544. Massacre et pillage durèrent jusque l'année suivante, après la mise en place de la petite paix de Chartres du 23 mars 1568. Morvilliers et ses oiseaux de proie se retirèrent sans bruit de Boulogne le 25 avril, jour de la Saint-Marc. Ce jour était déjà fêté par les Boulonnais, car 18 ans plus tôt, c'est le 25 avril 1550 que les Anglais avaient quitté Boulogne-sur-Mer. La Saint-Marc 1568 a été fêtée avec feu de joie, procession, au son des cloches et au bruit de l'artillerie. Une procession a été organisée le jour de la Saint-Marc jusqu'en 1830. Ensuite la ville devint trop anglaise pour tolérer cette manifestation. Restauration et reconstruction de l'église Notre-Dame ne se firent que lentement, tant les sommes nécessaires étaient considérables. Quelques années plus tard, au château de Honvaux, l'épouse du châtelain, la dame de Honvaux, Madeleine Rouget de Marcille, fervente catholique, apprend que la statue miraculeuse est cachée dans le puits. Elle fait retirer l'image de Notre-Dame pour la placer en lieu sûr dans la pièce la plus haute de son logis. Elle vint très souvent y prier avec ses enfants. Le 24 août 1572, c'est le massacre de la Saint-Barthélemy sous le règne de Charles IX. En 1582, Jean de Froard se convertit au catholicisme, probablement sous la pression des ligueurs très présents dans la région. Mais par crainte de représailles et par peur de passer pour le complice des vols et pillages, il ne signale pas que la statue est chez lui. En 1588, un laboureur de Bellebrune, Jacques de Visme, avait entendu dans une veillée militaire une conversation entre soudards, dans laquelle le vieux sergent du nom de Bertrand Briard se vantait de ses massacres anticléricaux, 20 ans auparavant dans la ville de Boulogne.
Il se vantait aussi d'avoir fait disparaître la statue après avoir essayé de la détruire par le feu avec 15 fagots de bois, et l'avoir jetée dans un puits, sans pour autant préciser lequel. Le 22 juillet 1593, Henri IV se convertit au catholicisme, et il devient roi de France en février 1594 à Chartres. Paris vaut bien une messe, avait-il dit. Le règne d'Henri IV ouvrit une période d'apaisement. En 1600, la dame de Honvaux, Madeleine de Marcy décède. En 1607, Jean de Frohard, âgé de 75 ans, est toujours craint et redouté par son entourage. Il reçoit la visite d'un de ses parents âgés, Vespasien de Fontaine, qui vivait en ermite dans la forêt de Dèvres, et lui confie que la statue miraculeuse est à Honvaux. Le 26 septembre 1607, aidé par Antoine Gillot, un respectable ecclésiastique de Boulogne, et malgré quelques objections du vieux gentilhomme de Frohard, ils emportent la statue jusque la ville. Antoine Gillot chargea la sainte image sur ses épaules, et prit le chemin de Boulogne par ce qu'on appelle depuis, le sentier de la Vierge entre Terre-Linctin et le chemin vert. Le chemin de la Vierge existe toujours, il se poursuit actuellement par la rue Condorcet, puis par la rue de la Colonne. L'image miraculeuse fut d'abord déposée chez un ancien mailleur de la ville, Guillaume Mouton, seigneur de Bergate, dont la maison était très proche des portes de la Haute-Ville. Plusieurs personnalités se rendirent chez lui, dont Adam Levasseur, ancien conseiller au Parlement de Paris et actuel lieutenant général en la Sénéchaussée du Boulonnais. Le lendemain, le 27 septembre, le clergé envoya Antoine Clunier, archidiacre, et François Levasseur, chanoine, pour débuter une enquête, de manière à éviter toute erreur sur l'identification de la statue miraculeuse. La statue est très dégradée, mais une surprenante odeur très agréable embaume l'air autour d'elle. Elle est ensuite transportée dans l'abbaye de Saint-Vulmer, qui était située en face du beffroi et de la mairie. Son état de délabrement empêchant de l'exposer au regard des fidèles dans l'endroit de la cathédrale où elle était auparavant, on la relègue dans un coin de la sacristie. 13 mois plus tard, en 1609, mécontent de la lenteur des procédures officielles, Antoine Gillot fait déposer la statue dans une chapelle de l'abbaye de Saint-Vulmer, et croit ainsi pouvoir restaurer le culte de la patronne de Boulogne. Le 29 septembre 1610, le clergé de la cathédrale réprouvant une telle démarche, qui préjuge de la sentence de la commission d'enquête, chasse la congrégation de Saint-Vulmer. Le vicaire de Notre-Dame interdit alors qu'un hommage public ne soit rendu envers la statue, et ordonne la fermeture de la chapelle, pour y interdire l'accès. La statue sera ensuite déposée dans la trésorerie de la cathédrale, qui était une chapelle où l'on célébrait la messe. Elle y a été très longtemps conservée. L'enquête se poursuit. Jean de Frohard et d'autres personnes âgées confirment l'authenticité de la statue. Ses enfants, François et Nicolas de Frohard, ainsi que leur sœur, affirment également qu'il s'agit bien de la vénérable relique. Le 14 mai 1610, Henri IV meurt assassiné par François Ravaillac. En 1615, Jehan de Honvaux était échevin de Boulogne. En 1617, Catherine de Frohard hérite du fief de Honvaux. Elle a épousé Mathieu Ducrot, seigneur de Vimille, qui devient seigneur de Honvaux. À cette époque, c'est François Moulière, laboureur à Questingan, qui loue la maison et les terres de Honvaux. En 1619, Antoine Gillot est toujours mécontent de la lenteur des procédures officielles. Il envoie une requête à la Sorbonne. Il y explique comment la statue a été à Honvaux durant 40 ans, et comment elle a été retirée du puits par la dame de Honvaux. Comme les dévotions ont repris dès 1607, des miracles en lien avec le retour de la statue sont décrits un peu partout. Il faudra encore attendre plus de 10 ans d'enquête, pour que la statue reprenne sa place d'honneur sur son antique autel, où elle y restera encore près de 2 siècles. Afin d'être rendue présentable, la statue dut d'abord être retaillée en certains endroits. Des fragments de bois retirés furent retaillés en petites statues, afin de ne pas perdre le moindre éclat de bois, et furent envoyés dans 3 congrégations, les religieux de Picpus à Paris, les Ursulines et Augustinoires de Bruges, et la 3e petite statue, aux Sœurs Noires de Saint-Omer, sœurs du Tiers-Ordre de Saint-François. La restauration de la statue de Notre-Dame de Boulogne se fit le samedi saint, 30 mars 1630, par le 3e évêque de Boulogne, Victor le Boutillier. Victor le Boutillier avait, dans un premier temps, été d'accord pour détruire la statue par le feu,
afin de la purifier des outrages reçus, mais les chanoines s'y opposèrent. Le retour de la statue fait affluer les pèlerins, et les dons qui permettent d'accélérer la reconstruction de la chapelle de Notre-Dame détruite par les Huguenots. Elle sera reconstruite 3 ans plus tard. Le 10 février 1638, Louis XIII, dit le Juste, fils d'Henri IV, et de Marie de Médicis, consacre la France à la Vierge Marie, et reconnaît expressément les droits de Notre-Dame de Boulogne. C'est en souvenir de cela, que tous les 15 août, il y a une procession à Boulogne, et que 300 ans plus tard, en 1938, le congrès marial eut lieu à Boulogne-sur-Mer. Entre 1653 et 1659, Jacques Stuart, futur roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande, vint plusieurs fois à Boulogne et résida à Anvaux. Il servit dans l'armée française sous le commandement du maréchal Turenne, pour lutter contre les frondeurs, puis contre leurs alliés espagnols. En 1659, Philippe Ducrot est seigneur d'Anvaux. En 1660, Léonard de Lattre élabora au château d'Anvaux. Il meurt à 38 ans en 1677, écrasé par une cavale, c'est-à-dire un attelage de chevaux. En 1669, Jean d'Auguine, laboureur, loue les terres du domaine d'Anvaux pour 1000 livres annuels. En 1670, Nicolas de Froard, fils non reconnu de François Baudrin de Froard, gentilhomme de la vénerie du roi, réussit à se faire légitimer et à ennoblir sieur des Fontaines, écuyer garde du roi, pour recueillir sa part de l'héritage paternel. Il obtint une petite partie de la terre du fief d'Anvaux. En 1685, le château, la ferme et les terres de Anvaux appartiennent à Claude de Roussel, chevalier, sieur de Pinctin, capitaine des gardes du duc de Chaulnes. En 1687, c'est son neveu, François-Ambroise de Roussel, chevalier sieur de Guermont et de Pernes-les-Boulognes, qui est seigneur d'Anvaux. En 1700, le sieur François Hubin, demeurant au château de Anvaux, fit don de 100 livres à la charge de cette messe haute à son intention. Pendant la guerre de succession d'Espagne, qui dura de 1701 à 1714, le lundi 13 août 1708, une flotte anglaise de 60 navires armés, et avec 5 à 6 000 hommes de troupes, commandée par l'amiral Byng, premier vicomte de Torrington, arrive au large de Wimereux et vient mouiller devant Anvaux. Craignant une invasion, les habitants abandonnèrent la moisson qui avait commencé. La campagne devint déserte, tout le monde se porta sur la côte. Les troupes de garnison, ou en disponibilité, les fantassins, cavaliers, dragons, carabiniers, étaient la meilleure partie de cette armée de défense improvisée, avec un élan patriotique. Tous les bourgeois valides de la haute et de la basse ville avaient pris les armes. 8 à 9 000 hommes de toute la région boulonnaise, sous le commandement du marquis de Colembert et de Bertrand Patras de Campegno, lieutenant du roi Louis XIV, se massent sur la côte pour les repousser. Les mercredis 15 et jeudi 16 août, la flotte anglaise longeait la côte jusque Étaples, toujours suivie par les troupes boulonnaises, prêtes à repousser les envahisseurs. Les Anglais reviennent à hauteur de Boulogne le vendredi 17. Ils renoncent et font demi-tour le dimanche 19 août. Ils débarquèrent plus tard en Flandre, où 500 Anglais furent battus à la bataille de l'Essingue. En 1725, la fille de François-Ambroise de Roussel, Louise-Marie-Jacqueline de Roussel, hérite du domaine d'Anvaux. Elle a épousé Louis-Armand Gabriel de la Frénois, écuyer, colonel des troupes boulonnaises, baron de Landretin-le-Nord, de Tardingan, et de la Moyec. À cette époque, le château d'Anvaux a déjà un grand jardin entouré de murs. En 1732, une chapelle castrale est consacrée par Jean-Marie Henriot, évêque de Boulogne de 1724 à 1738. Elle n'a jamais été précisément localisée dans le château d'Anvaux. Il est probable qu'elle était dans une chambre du premier étage. Le duc Anne-Emmanuel de Croix, prince puis duc de Solre, arrive pour la première fois en 1744 dans le Boulonnais. Il est né en 1718 dans une famille d'origine picarde, à Condé-sur-Escaut. Le 11 mai 1745, il combat auprès du maréchal de Saxe à Fontenoy, près de la ville de Tournai en Belgique actuelle. Le duc de Croix sera capitaine des gardes du corps du roi Louis XV, et lieutenant général de ses armées. Il sera le cofondateur des mines de charbon dans un pré de Valenciennes.
il employa une partie de sa fortune à la restauration du port de Dunkerque et des fortifications de Calais, et laissa son nom à la tour de Croix, qui était située en face de Honvaux. En 1756, au début de la guerre de 7 ans, entre la France et l'Angleterre, la côte boulonnaise se trouve toujours dépourvue de protection contre la flotte anglaise. Le prince Emmanuel de Croissol est alors chargé de veiller, sous le haut commandement du maréchal de Belle-Île, au renforcement des défenses des côtes septentrionales de la Picardie, du Boulonnais et du Calaisis. Grâce à lui le littoral fut rapidement doté de batteries nombreuses, de fortins et de postes de garde. Parmi ces travaux de fortification, le plus important fut la tour bâtie dans la baie du Wimereux. Les travaux commencèrent au printemps 1757 sous la direction de l'ingénieur du roi, le chevalier de Beauvilliers. L'emplacement choisi était le plateau de Tourne, un banc de rochers situé au nord de la pointe de la Crèche et découvert seulement à marée basse. Cet emplacement a été choisi par Charles-Louis-Auguste Fouquet, duc de Belle-Île, ministre de Louis XV, lors de sa tournée sur les côtes en 1756. En août 1757, les travaux étaient déjà fort avancés, mais les flots, avec lesquels il fallait quotidiennement combattre, détruisirent une partie de l'ouvrage. Le prince de Croix vint lui-même sur les lieux, pour se rendre compte des dégâts. Les travaux furent repris et continués pendant l'hiver, avec des pierres provenant de la démolition de la jetée d'Ambulteuse. Les maçons et charpentiers du fort furent la famille de Lattre, originaire d'Audrecel. Au printemps suivant, le 22 juillet 1758, la milice garde-côte prenait possession de la tour. Les travaux furent définitivement terminés le 30 juillet 1759. La tour de Croix, bastionnée à la Vauban, rappelle le fort d'Ambulteuse. Son élévation au-dessus de la mer était de 20 pieds, un peu plus de 6 mètres. Elle était en forme de fer à cheval à ses bases, avec une plateforme protégée par un épais parapet muni d'embrasures et un corps de logis en retrait. Elle disposait d'une plateforme d'artillerie, face à la mer, avec 4 pièces d'artillerie de 24, en fonte, sur affût de côte et non pas de marine. Sa position en mer lui permettait donc de croiser ses feux avec Ambulteuse sur sa droite et les batteries de l'entrée du port de Boulogne sur sa gauche. Les canons tiraient des boulets de 15 cm de diamètre. Le fort de Croix sera équipé en 1803, d'un fourneau à réverbère de petit modèle, afin de chauffer les boulets, pour tirer à boulet rouge. Il sera équipé d'un mât à signaux, également appelé télégraphe de chape, pour communiquer à distance. La tour de Croix disposait d'un corps de garde pour 70 hommes, le corps de logis assez vaste était percé de plusieurs fenêtres et de 2 portes. La porte d'entrée ouvrant vers la falaise, portait sur son linteau une devise sculptée dans la pierre. L'autre donnant sur la plateforme était surmontée des armes du roi. Les locaux servaient pour le logement des canonniers qui, selon l'état de la mer, étaient contraints de rester parfois plusieurs jours dans le fort sans communiquer avec la terre. Le fort n'était accessible qu'à pied à marée basse. Une échelle extérieure permettait d'accéder au corps de bâtiment. Côté cour, un ressaut matérialisait la partie centrale du bâtiment formé de 2 pièces, encadrant un escalier tournant à retour, sans jour, sur lequel donnait l'entrée. Les baies du corps de bâtiment étaient couvertes en arcs segmentaires. Le fort abritait un magasin voûté, pouvant contenir 8 tonnes de poudre à canon. On peut en apercevoir le haut, lors de la désagrégation vers 1900. Côté terre, le corps de bâtiment à étage de soubassement, reposait sur le mur d'enceinte. Le duc de Croix s'installa au manoir de Honvaux, pendant qu'il assurait la construction du fort en mer de Wimereux. Même s'il était basé le plus souvent à Calais, il reviendra très régulièrement à Honvaux. On le comprend. Dans ses lettres, il était toujours dithyrambique sur Honvaux et la région boulonnaise. De sa fenêtre, la vue était unique. Il voyait même des marsouins faire la culbute et jouer dans l'eau. Il décrivit dans ses lettres les falaises, le Grinet, les côtes anglaises et le château de Douvres, les gros vaisseaux hollandais, les petits bateaux anglais, et les pêcheurs boulonnais. En 1760 et pendant 2 ans, le duc de Croix fait campagne en Allemagne. En 1762, Ambroise de Roussel, seigneur de Pernes-les-Boulognes, laisse son château à disposition du duc de Croix. À cette époque, les fermiers de Honvaux sont Jacques Lorge et Marie-Anne Framery. En 1779, le duc de Croix devint grand d'Espagne et chevalier de la Toison d'Or. Il revint régulièrement à Honvaux, seul ou avec son fils.
Il fit ses adieux au manoir le 22 juin 1782. Tôt le matin, en restant pendant un long moment au coin d'un champ de seigle. Il sera nommé maréchal de France en 1783 par Louis XVI, et mourra en 1784. En 1787, la dernière grande cérémonie, qui eut lieu dans la chapelle castrale de Honvaux, fut le mariage d'Antoine de Dixmude, chevalier de Ham, avec Huberte de Rocquigny de Palchot. Après la Révolution, le domaine change plusieurs fois de propriétaire, en fonction des emprisonnements et des exécutions. En 1797, la fille de Louise Catherine Victoire de Roussel, religieuse ursuline, sous le nom de Sœur Sainte-Basile, lègue le domaine de Honvaux à sa cousine Marie-Jacqueline de la Frénois, veuve O'Mahony. Elle avait épousé Darby Demetrius O'Mahony, capitaine irlandais, en 1765. Il était venu s'installer à Boulogne en 1783, rue du Fiel-de-Bœuf, l'actuelle rue de Campegno, où il resta jusqu'à la Terreur. Il fut arrêté en 1793 et incarcéré à Arras, puis à Abbeville où il mourut le 16 mars 1795, alors que sa femme habitait Honvaux. C'est leur fils, Jean-François O'Mahony, qui héritera du domaine de Honvaux. Il accomplira une belle carrière militaire, en rentrant à 15 ans comme cadet dans l'armée de Louis XVI, au régiment irlandais de Dillon. Sous-lieutenant en 1787, il émigre en 1791 avec les officiers de son régiment. Il est nommé capitaine l'année suivante et fait la campagne de Champagne sous les ordres des princes. Passé en Irlande après la dislocation de l'armée en 1793, il rentre l'année suivante et sert jusqu'en 1798 dans la brigade irlandaise de Walsh. Il achèvera sa carrière dans le corps des officiers généraux. Il sera commandeur de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre de Saint-Louis, et grand-croix de l'ordre royal de Saint-Ferdinand d'Espagne. Le fort de Croix fut reconstruit durant les premières années de la Révolution afin de résister à la force des flots, qui l'avaient déjà entamé, mais aussi pour résister aux bombardements. En 1804, au camp de droite et de gauche s'ajouta celui de Honvaux, pour les sapeurs et les mineurs, qui correspondent à l'actuel corps du génie militaire. Le premier camp de Honvaux était situé en contrebas du fort napoléonien de Terlington. Le camp de Boulogne de 1804 fut le premier camp baraqué, c'est-à-dire construit en bois, par opposition aux tentes en toile. 160 000 hommes et 16 000 marins furent réunis autour de Boulogne. Les conditions sanitaires y furent excellentes. En 1812, un 3-mâts hollandais à destination des Indes, est chargé d'une cargaison féminine, qui devait être exilée pour des méfaits, c'est-à-dire des femmes destinées à devenir compagnes de criminels, vint s'échouer sur la côte en face de Honvaux. Les gens de la côte, pilleurs d'épaves et soldats curieux d'aventure, accoururent. Les premiers jugeant la cargaison peu intéressante, s'en allèrent. Les seconds offrirent leurs bras accueillants, à ces Vénus sorties de l'onde, qui s'installèrent dans les baraques abandonnées des sapeurs de l'armée de Napoléon. L'ancien camp de Honvaux prit pendant quelques années le nom de camp des Grâces. Jean-François O'Mahony, comte, général, maréchal de camp, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, meurt à Boulogne en 1842 à l'âge de 70 ans. Il laisse son château dans un état d'abandon. Le château, ses fermes et plus de 100 hectares de terre et de dunes, furent mis en vente par Julie, sa fille majeure, pour 120 000 francs, à Jean-Baptiste Théodore Roberval, qui était né à Audrecel. En 1854, plusieurs milliers de soldats se sont regroupés autour de Boulogne en prévision d'une opération militaire de diversion dans la Baltique, dans le golfe de Finlande, contre la Russie. Le 28 mars 1854, la France déclare la guerre à la Russie. L'empereur Napoléon III désirait une guerre avec la Russie pour restaurer l'influence de la France en Europe. En mai 1854, il décide de réunir deux grands camps pour entraîner son armée, un dans le sud de la France et un autre dans le nord de 100 000 hommes. Il fait implanter ce dernier dans le Boulonnais, en souvenir de l'armée des côtes de l'océan, rassemblée au camp de Boulogne par son oncle 50 ans auparavant. La proximité avec l'Angleterre, devenue une alliée, permet aussi d'envisager une coopération militaire avec elle. Par le biais de ce camp, le Second Empire cherche également à affirmer sa puissance. Il y aura 4 camps baraqués dans le Boulonnais, en Bleteuse, Équien, Wimereux et Honvaux, ces deux derniers étaient contigus. De ces camps, partiront les troupes qui seront envoyées en Crimée. Les troupes commencent à arriver à Boulogne en juin 1854.
Les régiments passent 24 heures dans la ville, logés chez les habitants, puis on les dirige vers l'emplacement du camp, qui leur est attribué. Ils sont facilement reconnaissables à leurs pantalons de couleur rouge Garance. On voit ici le 5e régiment d'infanterie de ligne franchir la porte des dunes, avant de partir vers Onvaux. C'est le général baron, Pierre-Hippolyte Publius Renaud, qui aura la responsabilité de ce camp. La construction du camp commence. Les tentes blanches provisoires sont alors remplacées par des baraques couvertes de chaume. Les baraques étaient construites par les soldats. La charpente était faite de piquets de bois avec un clayonnage recevant du torchis, c'est-à-dire de la paille avec de la terre glaise que l'on laisse sécher. Ce clayonnage était ensuite enduit à l'intérieur et à l'extérieur avec la même terre. Pour ce faire, les habitants des hameaux voisins furent sollicités, car pour faire des cabanes en torchis, mieux vaut l'expérience d'un pauvre paysan boulonnais que celle d'un officier de génie militaire. Le toit avait une couverture en paille de 20 cm d'épaisseur. Ce travail sera ensuite confié à des couvreurs pris parmi les sapeurs du génie. Pour achever entièrement une baraque, on met 6 journées avec 8 ouvriers. Il y avait des baraques pour les soldats et pour les officiers. Les baraques de soldats sont destinées à recevoir 10 à 12 hommes. Elles ont 3 mètres 80 de profondeur, 4 mètres 60 de largeur, et 3 mètres 50 de hauteur. Ce qui donne seulement 2 mètres cubes par soldat. Elles sont percées d'une porte en bois blanc à l'une de ses extrémités, d'une fenêtre au-dessus, et d'une seconde à l'extrémité opposée. À l'intérieur, se trouvaient 2 lits de camp élevés de 25 à 35 cm au-dessus du sol, pouvant accueillir 6 paillasses et laissant entre eux un intervalle égal à celui de la porte. La baraque d'officier est faite des mêmes éléments, mais est plus petite. Elle mesure à peu près 4 mètres carrés et est faite pour 2 officiers. La couverture et les murs sont en torchis. L'aménagement a été au goût et aux frais de chacun. Les officiers ont été autorisés en outre à garnir leur baraque de poêles, en se conformant pour les tuyaux à des dimensions déterminées, afin de prévenir tout incendie. Les cuisines du camp d'hiver sont plus vastes et construites plus solidement que les cuisines du camp d'été. Elles sont en briques, et réunies par 2, sous un grand bâtiment couvert en tuiles. Ce bâtiment sert en même temps de chauffoir et de salle d'armes pour les soldats. 2 ou 3 fois par semaine, la musique joue dans les chauffoirs. Les soldats s'y réunissent le soir et dansent. Des paysannes des environs ont quelquefois la curiosité de visiter ces bals originaux. Les cuisines et les cantines sont en arrière des baraques d'officiers. La dernière rangée de baraques est réservée aux officiers supérieurs et à l'état-major. Le camp de Onvaux était situé le long des dunes, sur le bord de la mer. Il embrassait tout l'espace entre la tour de Croix et le fort de la Crèche. Il comprenait 2500 baraques rangées sur plusieurs lignes parallèles. Chaque compagnie d'un régiment d'infanterie occupait 2 files de baraques séparées par une grande rue ayant 5 mètres de largeur. La longueur totale du terrain de Onvaux était de 1500 mètres. Les baraques se développaient sur 4 rues dans toute cette étendue. La première, dite du front de bandière. La deuxième, qui sépare les baraques de la troupe de celle des officiers. La troisième, entre la deuxième et le petit état-major. La quatrième entre cette dernière et le grand état-major. La quatrième sert également de chemin de ceinture. La première revue des troupes se déroule le 7 juillet 1854, sur le plateau du camp de Wimereux en face de la ferme de Haut-Bang. Napoléon III passe en revue l'armée expéditionnaire, qui est sous les ordres du général en chef, Achille Barragad-Illier. Après la revue, il adresse aux troupes un discours pour les galvaniser. La Russie nous ayant contraints à la guerre, la France a armé 500 000 de ses enfants. C'était un peu exagéré. La division du général Barragad-Illier quitte Onvaux pour Calais, où elle embarque sur des navires britanniques, avant de s'illustrer le mois suivant, lors de la prise de la forteresse de Beaumarçon, dans les îles Allan. Le camp baraqué de Onvaux fut terminé fin août 1854. Le 31 août 1854, l'empereur prend le commandement de l'armée du Nord et installe son quartier général à l'hôtel Brighton à Capécure. L'hôtel Brighton était la propriété de Monsieur Lohoc. À côté de l'hôtel Brighton se trouvaient les écuries de Boulogne avec 36 chevaux de selle anglais, pour le service de l'empereur et sa suite, 36 chevaux de voiture, et 30 chevaux de poste. Le 2 septembre, le roi des Belges Léopold Ier arrive d'Ostende à Calais.
où il est accueilli par l'empereur, qui l'emmène le lendemain à Boulogne sur le yacht impérial Reine Hortense, qui revient juste de la Baltique après la prise de Beaumarçon. Le 4 septembre, Napoléon III reçoit le roi Pierre V du Portugal, et son frère Louis, le duc de Porto. Ils visitent ensemble le camp de Honvaux. Le 5 septembre au matin, le prince Albert, époux de la reine Victoria, arrive à Boulogne dans le yacht Victoria N de Albert, suivi de 2 bateaux à vapeur, le Black Eagle et le Vivid. Il est accompagné du duc de Newcastle. Une centaine de grenadiers de la garde impériale font une huée d'honneur, depuis le quai jusqu'à l'hôtel Brighton, quartier général des camps du Nord. L'après-midi, l'empereur et le prince Albert visitèrent à cheval les camps de Honvaux et d'Ambleteuse. Le prince Albert fut chaleureusement accueilli par l'empereur, qui souhaitait cette nouvelle alliance. Les derniers grognards bonapartistes, qui se souvenaient de Waterloo, furent mis à l'écart. Napoléon III donna un spectacle pour l'époux de la reine d'Angleterre, et les soldats français et anglais fraternisèrent. L'empereur reconduisit sur son navire le prince Albert le 8 septembre, avec beaucoup de prévenance. L'embarquement retour eut lieu de nuit, sous une féerie de feux de Bengale. Le dimanche 10 septembre 1854, une messe fut célébrée en plein air au camp de Honvaux. 10 000 hommes en grande tenue y assistèrent, devant la chapelle en bois adossée à la mer. Après la messe, les troupes défilèrent devant la chapelle. En septembre 1854, Napoléon III décide de faire construire une route au pied de la falaise de Boulogne pour faciliter la communication entre Boulogne, le camp de Honvaux, et Wimereux. Les dépenses de cet embellissement précieux pour Boulogne ont été prises sur la cassette impériale pour un montant de 56 000 francs. Le chemin de Honvaux à Marlborough a été également rechargé et remis en bon état, avec là aussi l'aide des soldats de l'empereur. Malgré un hiver d'une rigueur exceptionnelle, et malgré la lutte redoutable qu'il fallait soutenir contre la mer, les travaux ont été achevés début 1855. La sollicitude de l'empereur pour la troupe se marquait par l'organisation de chauffoirs par compagnie, de distribution de ceintures de flanelle, de rations de vin et de café, et d'omnibus gratuits pour se rendre à Boulogne. Tout était fait pour le rendre populaire. Il ne manquait plus que les victoires militaires, qui étaient inatteignables sans l'aide des Anglais. En théorie dans un camp baraqué, les soldats y sont mieux installés, mais celui de Honvaux n'a pas permis d'éviter les épidémies. On sait que l'hygiène est meilleure dans les camps d'instruction, ou dans les camps temporaires, sur une période courte, que dans les camps permanents comme les 4 camps du Boulonnais. Les cabanes étaient moitié en bois, moitié en torchis, car le camp de Napoléon de 1804 avait fortement déboisé les forêts de Boulogne, d'Auguin et d'Ardelot. Ceci sera en partie à l'origine de la mauvaise hygiène du camp de Honvaux, et des épidémies de choléra, qui débutent dès le mois de juillet 1854. On n'avait primitivement disposé ni infirmerie, ni hôpital pour le service du camp. L'hôpital Saint-Louis de Boulogne devint insuffisant, et l'on dut établir dans la haute ville une infirmerie divisionnaire de 250 malades, et y créer un hôpital de 460 lits. La fièvre typhoïde, la dysenterie et même le scorbut firent leur apparition lors de l'hiver 1854. Sur 18 000 hospitalisés en 1854, il y eut plus de 900 décès, soit une mortalité de 5%. L'hiver en Crimée ne s'annonçait pas mieux pour les soldats français, qui partaient de Honvaux, et traversaient toute l'Europe. Le siège de Sébastopol a débuté en octobre 1854. Les Alliés sont au nombre de 65 000. Il y a 40 000 Français, 20 000 Anglais, 5 000 Turcs, contre 100 000 Russes. Le 5 novembre 1854, c'est la bataille d'Inkerman, aux portes de Sébastopol. Les hommes piétinent dans de la boue sanglante. Devant Sébastopol, une femme au grand cœur, Miss Florence Nightingale, introduisit l'hygiène et l'asepsie, dans les hôpitaux voisins du champ de bataille, qui étaient des taudis, et des foyers de typhus. Elle fut surnommée par les soldats, la femme à la lampe. Il y eut beaucoup moins de morts par épidémie dans le camp anglais, que dans le camp français. Les représentations théâtrales hebdomadaires, décidées en novembre 1854, commencèrent début 1855. Dans chaque camp, 2 baraques en fer avaient été construites. L'une servait de lieu de réunion et de salon de lecture, l'autre de salle de spectacle. Une troupe dramatique, sous la direction de M. Pellegrin,
donna des représentations alternativement dans les divers camps. Au camp de Honvaux, la première pièce représentée fut un vaudeville en 2 actes, Le Gamin de Paris, qui a été joué par la troupe ordinaire de Boulogne, qui comptait dans ses rangs Louis-Basile de Vancorbeil, d'Iferville, l'excellent acteur du théâtre du Gymnase à Paris, et qui interprétait le rôle du général. La baraque du spectacle pouvait contenir 800 spectateurs. Les premiers bancs, à partir de l'orchestre, étaient réservés aux officiers. Les sous-officiers venaient ensuite, et les soldats étaient placés immédiatement après ces derniers. En février 1855, l'empereur logea l'hôtel du pavillon impérial, au pied même de la route de Boulogne à Wimereux, qui vient d'être ouverte à travers la falaise. Le dimanche 4 mars, l'empereur à cheval, avec ses aides de camp et une escorte de 100 gardes aux cuirasses étincelantes, s'en va assister à la messe au camp de Honvaux. Le 6 mars, après avoir visité les camps de Wimereux et de Honvaux, Napoléon III quitte Boulogne pour se rendre à Paris. En 1855, la température est glaciale, et il pleut beaucoup. Les Anglais jamais avares d'humour météorologique, surtout pour se moquer des Français, nous résument le temps qu'il fit en 1855. Le 21 mars 1855, les camps de Honvaux et d'Équien furent évacués à cause du scorbut, qui sévissait depuis l'hiver. Le scorbut est une maladie parfois mortelle, qui à l'époque était décrite comme contagieuse, et due à un manque d'hygiène. La cause du scorbut, qui est le manque de vitamine C, ne sera expliquée que dans les années 1920. Les nouvelles troupes de soldats qui arrivèrent à Honvaux furent atteintes du scorbut quelques semaines plus tard, malgré l'amélioration des mesures d'hygiène. L'arrivée du médecin-chef Perrier permit d'améliorer les conditions d'hygiène, et de faire régresser le choléra, la dysenterie, et la fièvre typhoïde. Il améliora la qualité des rations alimentaires, en remplaçant les légumes secs par des légumes frais, auxquels il recommanda d'ajouter cresson et pissenlit. Avec l'arrivée de la belle saison, et toutes ces mesures, le scorbut disparut peu à peu du camp de Honvaux et les hôpitaux de Boulogne se vidèrent. Le samedi 21 avril 1855, l'empereur et l'impératrice débarquent à Boulogne, de retour de leur visite à la famille royale d'Angleterre. Les quais ont été débarrassés des marchandises, et le capitaine du port a fait donner à chaque marais des chasses d'eau de la Liane, pour nettoyer le port. Au début de l'après-midi, les troupes du camp de Honvaux prennent position depuis le quai de la place d'Onou, jusqu'à l'hôtel du pavillon impérial. En juillet 1855, le bruit se répand que la reine Victoria et son mari le prince Albert passeront par Boulogne pour aller à Paris. Cela n'ira pas sans heurts, car quelques irréductibles marins et bourgeois refusent d'accueillir la reine de cette nation qui a fait mourir Napoléon Ier. Napoléon III désire que la reine d'Angleterre soit reçue à Boulogne avec un éclat exceptionnel. Du 1er au 20 août 1855, 60 paquebots et 25 yachts ont débarqué, avec au total 10 000 Anglais. Les trains de Paris arrivent 4 fois par jour, surchargés de curieux. Le 18 août au matin, de la terrasse de l'hôtel du Pavillon, situé au niveau de l'actuel boulevard Sainte-Beuve, au pied de la falaise, Napoléon III aperçut au loin le yacht royal Victoria and Albert. L'empereur, du balcon de sa résidence, contemple les bâtiments de sa flotte en rade. Avant son départ, l'impératrice lui annonce un heureux événement. Le prince Louis-Napoléon naîtra le 16 mars de l'année suivante. Au camp de Honvaux, les sonneries des réveils en fanfare s'étalent de régiment en régiment sur les falaises. Du Portel à Ambleteuse, tous les recoins des falaises sont marqués par les baïonnettes luisantes de 40 000 soldats. Le yacht royal Victoria and Albert arrive en rade à la fin de la matinée, escorté de 8 vaisseaux de haut bord, dont le Neptune et le Saint-Georges, armés chacun de 120 canons. Ils sont placés sous les ordres de l'amiral Sir Thomas John Cochrane, dont le père, également amiral, avait participé sous Nelson au blocus de Boulogne en 1803, et incendié une partie de la flotte française à l'île d'Aix en 1809. Le yacht de la reine, en raison de son fort tonnage, ne pourra entrer en rade qu'à marée haute, à 2 heures de l'après-midi. Quand il entre au port, les batteries de terre et les canons des bateaux tonnèrent leur bienvenue, et les 40 000 hommes, gardant les falaises, tirèrent des volets de mousqueterie, tandis que les musiques jouaient, les tambours battaient, les clairons sonnaient sur les jetées, et que les tambours-majors de taille formidable lançaient dans l'air leurs cannes immenses. Au large,
Les canons répondaient salve pour salve, aux batteries de Châtillon, emplissant le ciel de leurs vastes grondements. Les maisons des quais, surchargées de guirlandes et de verdure depuis le sol jusqu'aux toitures, étaient pavoisées, ainsi que tous les bâtiments dans le port et en rade, où croisent de puissants vaisseaux de guerre. Derrière, la foule s'étend jusqu'à l'extrémité de la jetée est. Il y a du monde jusque sur le toit des maisons. Toutes les cloches du beffroi et des églises sonnent à toute volée. Le Victoria and Albert était un superbe bâtiment à aube, haut sur sa ligne de flottaison, à 2 cheminées 3 mâts élancés, un peu incliné vers l'arrière. Son mât de misaine battait pavillon de France, le grand mât arborait le pavillon de la Reine à 4 quartiers. Au mât d'artimon flottait le pavillon à croix de Saint-Georges. Le grand pavillon de la marine de guerre britannique était hissé en poupe. Dès que le bateau touche le débarcadère, l'empereur qui était arrivé à cheval, met pied à terre. Il traverse la passerelle, drapé de velours pourpre, monte à bord, et s'incline pour baiser la main de la reine. Les 2 souverains descendent ensuite ensemble sur le quai. Sous une tente horizontale à l'arrière du quai, avait été aménagé un kiosque aux tentures rouges et or, avec des fauteuils pour la reine et la suite royale. Le quai, jusqu'aux voitures, était recouvert d'un épais tapis semé d'abeilles. Au point de débarquement, les maréchaux, les généraux, les états-majors des camps et de la maison de l'empereur, fraternisent avec les officiers de l'armée et de la marine britannique. La reine, après avoir salué toutes les autorités, monta immédiatement avec le prince Albert, et les enfants royaux, dans la calèche. Le cortège, encadré par le régiment du 2e lancier, se mit en route. Napoléon III, à cheval, était à la portière de droite, et le maréchal Barras-Gardinier, à celle de gauche. Depuis midi, les troupes de lanciers et de dragons, avaient pris position au coude à coude, en double haie, entre le point de débarquement et la gare, située à Capécure, de l'autre côté du pont à écluse inauguré en 1853, par Napoléon III lui-même. Le cortège, accompagné d'acclamations, se rend à la gare. Un arc de triomphe, supporté par des palmiers d'or, de style égyptien, surmonté du génie de la civilisation, se dresse près de la gare avec l'inscription « Welcome to France ». Le baron de Rothschild, président du conseil d'administration du chemin de fer, et le directeur M. Delbecq, accueillent le cortège. La gare du chemin de fer a reçu une décoration somptueuse. La salle d'entrée, toute drapée de velours, est transformée en salon de réception, avec estrade fleurie pour les belles invitées. La reine et l'empereur partiront peu après dans le train spécial pour Paris. Ils seront de retour le 27 août 1855, et logeront à l'hôtel du pavillon impérial. Une revue des 40 000 soldats français des 4 camps a lieu sur l'immense plage de sable fin aux reflets d'or et d'opale, jusqu'au fort de Croix. Après le défilé, la reine visita le camp de Honvaux, dans tous ses détails. L'embarquement retour de la reine eut lieu à 23 heures, devant les illuminations et les feux de Bengale multicolores, qui entouraient des milliers de soldats immobiles. De la falaise, le célèbre artificier Budgéry, venu spécialement de Paris, lança vers la mer et le ciel, une cataracte colossale de fusées, semblable à l'éruption d'un volcan. Devant l'éclat de toutes ces grandes cérémonies, qui firent beaucoup pour la popularité de l'Empire à Boulogne, le conseil municipal de la ville décida de demander à l'empereur l'autorisation d'élever un monument commémoratif des passages de la reine d'Angleterre, le plus près possible de l'endroit où elle avait débarqué. Napoléon refusa net. Il déclara: « Il ne convient pas que Boulogne, ville impériale de Napoléon Ier, ait une statue à la gloire de l'Angleterre. » Il précise: « Une médaille suffira. » Henri Malot cite une anecdote de l'époque. Un vieux loup de mer, agrémenté d'une jambe de bois à Bourgogne. « Puisqu'ils sont maintenant en train de se faire des mamours, ils devraient bien me rendre ma jambe, que j'ai perdue dans leur querelle. C'est tout de même drôle que nous nous soyons battus comme des chiens pour en arriver à cela. » Pendant ce temps au port de pêche, le rude labeur de la marine boulonnaise continuait. Le siège de Sébastopol se termine le 11 septembre 1855. Après la destruction de la flotte russe,
et la bataille de Malakoff, la Russie capitule. La défense de l'Empire ottoman contre la Russie a permis à Napoléon III de faire oublier les visées impérialistes de Napoléon Ier, et de sortir la France de son isolement international. Ainsi s'estompe le traité de Vienne de 1815, où les pays vainqueurs de Napoléon Ier avaient imposé leur volonté à la France. Mais à quel prix? La paix de Paris, signée en mars 1856, est un triomphe personnel pour l'empereur, qui replace la France aux côtés des grands royaumes européens. C'est à cette date que naît le fils de Napoléon III, le prince Louis-Napoléon, qui mourra à 23 ans tué en Afrique du Sud par les Zoulous. À Onvaux, les soldats cohabitent pacifiquement avec les Boulonnais, mais l'inactivité crée de nombreuses tensions dans le camp. Le 27 mars 1856, un dénommé Gouly, musicien au 88e régiment au camp de Onvaux, âgé de 38 ans, et de constitution sèche, a reçu en duel à 10 heures du matin, un coup de fleuret à droite du mamelon droit. Il s'est rendu immédiatement à l'infirmerie, pour recevoir les soins nécessaires. Il développe rapidement un emphysème, synonyme de perforation du poumon. Après traitement par ventouse scarifiée, et bandage compressif, il guérira en 3 jours. C'est comme cela que l'on soignait les perforations pulmonaires à l'époque. Le 17 avril 1856 eurent lieu les funérailles solennelles du colonel Dupuy, né à Boulogne en 1796, et tué en 1855 lors de la prise de Sébastopol. Un monument et un buste lui ont été élevés au cimetière de l'Est. Le 6 mai 1856, en fin d'après-midi, se présente à Boulogne, la corvette Reine Hortense, et le Corse, le premier navire à hélice de notre marine de guerre, avec à son bord l'archiduc Maximilien d'Autriche. Après un dîner à l'hôtel du pavillon impérial, et une visite du camp de Onvaux, il reprend sa route vers Bruxelles, puis part pour le Mexique. Il sera le 2e empereur du Mexique en 1864, et sera exécuté le 19 juin 1867 dans son costume noir, avec le collier de l'ordre de la Toison d'Or à son cou. Le 25 juillet 1856, la dissolution du camp de Onvaux donna lieu à la cérémonie des adieux du sous-préfet Manche de Loanne, au maréchal Barragadillier, le vainqueur de Beaumarçon. Une dernière fête fut organisée sur le camp. En 1857, par décret du 12 août, une abondante distribution de médailles de Sainte-Hélène aux 241 soldats et marins boulonnais survivants de l'épopée napoléonienne, resserra encore les liens entre le peuple de Boulogne et la dynastie des Bonaparte. Dans la longue liste des décorés, on retrouve des noms encore très connus à Boulogne, comme Bourguin, Carry, Coquelin, Cousin, de Marle, Delpierre, Ducrot, Duhamel, Fontaine, Fourmentin, Génaud, Énuyer, Huret, Lefebvre, Lejeune, Le Prêtre, Molleux, Morand, Cattier, Sauvage, Ternisien, Wacogne, Ivard, et bien d'autres. Les différentes épidémies survenues dans le voisinage des camps de Onvaux et de Wimereux avaient fait fuir depuis 2 ans la plupart des riches immigrants d'Angleterre. Le 19 août 1858, une commission de publicité fut mise en place, ce qui a permis de ramener sur Boulogne et ses environs une bonne partie des fugitifs. À l'époque, les Anglais et les baigneurs sont l'élément de prospérité de la ville de Boulogne, tout autant que la pêche. En 1860, le comte Ernesto Mahony, fils de Jean-François O'Mahony, avocat à Paris, est le dernier O'Mahony de Dinlot de la branche française. Il rachète le domaine de Onvaux pour 190 000 francs. Il a épousé 10 ans plus tôt à Lille, Élisabeth Dubois des Crotons, qui lui apporta dans sa dot le château de la Vigne de Bondu, qu'elle avait hérité de son arrière-grand-père Michel-Eugène Joseph Arogneux de Bomblay, fondateur du château, construit peu de temps avant la Révolution, sur les plans de l'architecte Le Saffre. Ernesto Mahony meurt en 1868 à Boulogne, et lègue le château de Onvaux et 100 hectares de terre à son neveu Gontran Bourdon, 2e maître de timonerie de 2e classe à bord de la Viso l'Arverne, qui le vend aussitôt à Hercule Adam. Hercule Adam, né en 1794, est banquier juge au tribunal de commerce de Boulogne. En 1860, un projet d'amélioration et de restauration du fort de Croix est proposé. Mais il ne sera jamais mis en œuvre. Le fort de Croix fut définitivement désaffecté vers 1875. Jusqu'à cette époque-là, il conserva sa batterie et un gardien. Le dernier qui exerça cette fonction était un nommé Chapuis.
Sans entretien ni travaux, le fort de Croix tomba en ruine au début du XXe siècle. À Onvaux, comme à Wimereux et Boulogne, c'était la belle époque. La fille de Hercule Adam, Élise, qui a épousé Émile Carmier, banquier, hérite du domaine de Onvaux en 1882. Elle le louera à une famille d'outre-Manche, installée sur Wimereux depuis plus de 20 ans, la famille de Lionel Percy Smith. Lionel Percy Smith est né à Londres en 1839 et a passé son enfance en France. Il est le plus âgé des enfants illégitimes de Percy Clinton Sidney Smith, le 6e vicomte de Strangford, et de Catherine Benham, chanteuse. Madame Smith s'est remariée avec William Morrison Willie, un peintre de talent charmé par le boulonnais. La famille s'installe en 1858 à Wimereux, avec Lionel Smith et son demi-frère William Lionel Willie, qui sera un grand peintre de marine. Ils habitent d'abord en bord de falaise, dans une demeure napoléonienne, entre Wimereux et Ambleteuse. Lionel Percy Smith commencera par peindre des scènes de la vie quotidienne des marins et des matelotes. Il a pris pour modèle les marins du Boulonnais, les pêcheuses de crevettes, et les matelotes. Il a aussi peint des scènes de plage, le marché Place d'Alton, et des personnages sur les remparts. En 1882, la famille Willie Smith doit changer de domicile, car, à cause de l'érosion de la falaise, leur maison s'est effondrée. Ils louent alors le manoir de Onvaux, et c'est là que furent peints les tableaux qui firent la renommée de Lionel Percy Smith. La campagne environnante sera sa nouvelle source d'inspiration. Il peint d'abord des scènes champêtres et d'enfants. Il a su rendre les éclairages si variés, l'air transparent, et les variations de teintes à peine sensibles des paysages du pays boulonnais. Il a peint de très nombreuses scènes de moisson, et de travaux des champs. Georges Decaux, poète et auteur dramatique boulonnais, a été un ami de Lionel Smith. C'est lui qui parlera de Onvaux, comme un domaine délicieux. On y entre par une cour plantée de tilleuls. Derrière la maison, un grand jardin s'étend, plein de fleurs. L'herbe des pampayes darde ses hauts plumés, près d'un bassin tout verdi. Un potager fruitier, très vaste, dégringole à la suite, vers une prairie dans laquelle de très vieux arbres délimitent encore l'enceinte d'un antique espace. Sur la droite de ces deux jardins, moutonnent les feuillages du bois, au fond duquel se dresse l'atelier de Lionel Smith. Sa fille Minnie, et son fils Philippe, qui tous deux peignent aussi, trouvent dans ce bois, des dispositions naturelles conformes à leur idéal d'artiste. L'exquise petite Madame Smith, bien qu'éternellement clouée sur sa chaise longue, participe à cette paisible existence, qu'elle orne de son perpétuel sourire si charmant. Lionel Percy Smith fut membre de l'Académie royale de Londres, en 1911. Le grand peintre américain James Whistler,
le considérait comme l'un des plus grands artistes de son temps. Sous les dehors froids d'un gentleman impeccable, Lionel Smith, à l'humour contagieux, cachait un cœur sensible aux douleurs des humbles. Tout le monde à Wimereux connaissait sa bonté, et les gens du hameau de Onvaux disaient « Quel brave homme que cet Anglais !» Lionel Smith vécut plus de 30 ans à Onvaux. Il mourut le 10 juillet 1918, d'une maladie que les privations de la guerre avaient aggravée. Il fut inhumé à Vimille. Le domaine délicieux de Onvaux changea plusieurs fois de main en peu de temps, entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. En 1912, Célie Carmier a épousé Paul Molleux, banquier. Elle hérite du domaine de Onvaux. La Première Guerre mondiale a débuté en 1914. Le 25 août 1917, un paysan et sa fille sont tués à Onvaux, par l'explosion accidentelle d'une grenade. En 1918, Jean de Froard de la Mette, descendant direct des Froards du XVIe siècle, est venu en pèlerinage à Notre-Dame, pour la remercier de l'avoir protégée durant la guerre. Le 14 mars 1923, Mademoiselle Pauline Guerlain fait don à l'association Union des femmes de France de 2 prés d'une surface de plus de 6 hectares. Ces 2 prés situés à Onvaux sont estimés à 30 000 francs de l'époque. Le 28 novembre 1927, le site du Fort de Croix était classé. Ce qui n'a pas empêché sa destruction de se poursuivre. Il a été démoli peu après. En 1929, un Allemand fit 2 tentatives malheureuses pour traverser le détroit du Pas-de-Calais en avion. Il brisa son appareil à Onvaux en mai et définitivement le 28 juillet. C'est-à-dire 20 ans après l'exploit de Louis Blériot. L'ancien château de Onvaux, qui était situé entre les communes de Vimille et de Wimereux, était un des spécimens les plus intéressants et les plus complets des petites résidences seigneuriales du Moyen-Âge en boulonnais. Le manoir de Onvaux était le doyen des manoirs boulonnais. Il a été particulièrement étudié par l'architecte Pierre Drobec, avant sa rénovation dans les années 1930. Les plus anciennes parties, du corps de logis du manoir de Onvaux, dataient des XIIe et XIIIe siècles. Onvaux était le seul manoir du boulonnais, qui portait un chemin de ronde avec mâchicoulis. La fortification de l'ancien manoir de Onvaux et le chemin de ronde dataient des XVe et XVIe siècles. Au XVIIIe siècle, on lui a accolé un second corps de logis du côté nord-est, qui s'ouvrait sur la cour d'honneur. Il comprenait un rez-de-chaussée, et 2 étages coiffés d'une comble, à 2 pignons. Au XIXe siècle, des travaux ont été réalisés sur l'annexe du côté nord-ouest. La façade nord-ouest du château servant alors de mur du fond à l'annexe. L'habitation du fermier, qui s'occupe des terres du domaine de Onvaux, était située sur le côté sud-ouest du château. Elle datait du XVIe siècle et comportait une très haute cheminée jusque la seconde partie du XIXe siècle. Le rez-de-chaussée de la maison du fermier est surélevé, il surmonte une cave voûtée au fond de laquelle se creuse le puits, où l'on cacha la statue de la Vierge miraculeuse de Boulogne. Ce puits plus ancien que la cave, est figuré par un cylindre de maçonnerie, arasé à sa partie supérieure. La façade sud-est donnait sur la pergola, puis sur un petit jardin à la française, rajouté au XVIIIe siècle. Il s'agissait d'un terre-plein horizontal, pourvu au fond d'un mur ouvert en son milieu. 2 piles de pierre portant des boules encadraient cette échappée vers la campagne environnante. Ce jardin se poursuivait par un autre grand jardin clos, en pente. Il s'agissait d'un rectangle en déclive, incliné vers le fond du vallon, qui aboutissait à un bassin ovale, derrière lequel se dressait un fronton demi-circulaire, lesté de 3 pots à feu. Il reste encore quelques vestiges des murs en pierre, qui entouraient le jardin. À l'origine, le château de Onvaux était un petit bâtiment rectangulaire à 1 étage, construit en grès d'aspect irrégulier. Sa longueur était de 15 mètres, sa largeur de 6 mètres, la hauteur à la pointe du pignon était de 13 mètres, et l'épaisseur des murs de 90 centimètres. Les murs gouttereaux, c'est-à-dire servant de gouttière, portaient un chemin de ronde qui traversait la tourelle, et dont, au début du XXe siècle, ne subsistait seulement que 2 branches sur les faces situées à l'ouest. La façade nord-ouest était ajourée de 3 fenêtres superposées, qui faisaient face à l'Angleterre. Une grande fenêtre en plein cintre a été percée au XIXe siècle. Elle était à cheval entre le rez-de-chaussée et le premier étage. La façade nord-ouest était l'une des 2 façades qui comportaient encore des mâchicoulis. À l'origine, le bâtiment entier était couronné de mâchicoulis. L'angle ouest était souligné d'une échauguette,
C'est une protection percée de 2 petites embrasures, pour bouche à feu. Elle pouvait convenir à des coulevrines à main, ou des arquebuses à crocs. Au XVe siècle, une échauguette analogue garnissait l'angle nord. Le chemin de ronde était constitué par un couloir de dalles, qui se poursuivait sur la façade sud-ouest jusque la tourelle. Les parties est du chemin de ronde étaient encore présentes dans le grenier du second logis. Le chemin de ronde à parapet plein sans créneau, comportait des mâchicoulis reposant sur 11 corbeaux de mâchicoulis, en belle pierre de taille des carrières de Honvaux. La toiture s'élevait en retrait du chemin de ronde, délimité par 2 pignons, l'un vers le sud-est dont ne subsistaient que les amorces, l'autre face au nord-ouest, et profilé en escalier. Ces pignons en escalier sont apparus en Flandre maritime au XIIIe siècle, et n'ont pas été d'usage fréquent dans le Boulonnais avant le XVe siècle. Les mâchicoulis sont rares dans le Boulonnais. Ce sont des galeries formant un encorbellement en continu sur tout le couronnement d'une enceinte militaire, et dont le plancher ajouré permet de lancer des projectiles à la verticale, pour protéger certaines zones vulnérables comme le pied du mur. La façade sud-ouest était attenante, au logement du fermier. Le corps de logis primitif était flanqué d'une unique tourelle d'angle, qui était cylindrique, et coiffée d'un toit conique, réalisé en maçonnerie, pour sa solidité. Cette tourelle avait pour but primordial d'abriter un escalier en vis permettant l'accès au chemin de ronde. La façade sud-est faisait face à la pergola, et au jardin. La façade nord-est s'ouvrait sur la cour d'honneur, qui donnait sur la route. On entrait par la cour d'honneur, dans le second corps de logis, construit au XVIIIe siècle, pour rendre le manoir plus habitable, moins frustre, plus éclairé par de vastes fenêtres à petits carreaux, et mieux adapté aux nécessités modernes. Le rez-de-chaussée du logis primitif, tout comme l'étage, était divisé par un mur de refend considérablement élargi en son milieu, pour englober les corps de cheminée. De nombreuses niches ont été creusées dans les parois, généralement à l'usage de placards. En 1933, Célimo Le Carmier, petite fille d'Hercule Adam et héritière de Honvaux, fait restaurer l'ancien château sous la direction de l'architecte Pierre Drobec et avec l'aide du peintre Félix Delmarle. Dans la salle à manger, qui était l'ancienne cuisine, il y avait une grande cheminée jusque la moitié du XIXe siècle. La cheminée de la photo était récente et due à Pierre Drobec. Elle masquait l'original, qui était resté noyé dans la muraille. Félix Delmarle avait peint, sur un panneau qu'il a surmonté, le roi Henri VIII chassant à cheval sur le plateau de Honvaux, un faucon sur le bras droit. Cette salle recevait le jour par l'intermédiaire d'une fenêtre en arc surbaissé, qui était à un niveau bas, car le sol moderne était à 30 cm au-dessus du dallage primitif. Au début du XXe siècle, il n'y avait aucune trace de cave, mais le sous-sol remblayé et les restes d'un escalier qui y descendait, permettaient de conclure à l'existence ancienne de quelques galeries. Il est à noter que dans plusieurs ouvrages est décrit un tunnel partant du château de Honvaux vers Wimereux, d'1 kilomètre de longueur et de 10 mètres de largeur. On accédait à la salle voûtée, par la droite. La voûte était en pierre en berceau plein cintre. Dans cette salle, il y avait une cheminée monumentale, composée de morceaux de différentes époques. On y trouvait de grandes fresques, inspirées de 2 légendes historiques. D'un côté, des peintures représentant la translation de Honvaux à Boulogne, de la fameuse statue miraculeuse de Notre-Dame, ramenée par le prêtre Antoine Gillot avec l'aide de l'ermite Vespasien de Fontaine, pendant que la Dame de Honvaux et Jehan de Froard sont représentés en prière. De l'autre côté, la Vierge Nautonnière. Sous le règne de Dagobert, en 633 ou 636, une statue d'une Vierge à l'enfant était apparue en rade de Boulogne, flottant dans une barque. En dessous de cette représentation, on y voyait les effigies des différents seigneurs de Honvaux en prière, et leurs armoiries, celles des familles de Froard, O'Mahony, Carmier, de Honvaux, et de Roussel de Perne. La salle voûtée, donnait sur le jardin. Au premier étage, dans la salle nord-ouest, la lumière entrait par la partie supérieure de la grande fenêtre du rez-de-chaussée, et par une autre fenêtre en arc surbaissé, garnie d'un banc de pierre contre l'un des flancs de son embrasure. Cette salle datait du XIIIe siècle, comme le montrent les parties les plus anciennes de la cheminée.
de chaque côté de la cheminée, on trouvait une porte pour accéder à la seconde pièce. Au XVIIIe siècle, lors des travaux de modernisation, le premier étage avait été séparé en deux parties, et le manoir de Honvaux avait depuis un second étage. La pièce nord-ouest du second étage renfermait des vestiges intéressants, notamment l'encorbellement interne du chemin de ronde. La restauration dirigée par Pierre Drobec fut terminée en novembre 1934. En 1936, Célimot Le Carmier lègue le domaine de Honvaux à son petit-fils Bernard Molleux. Il est noté que le domaine contient un sous-sol avec des caves, un rez-de-chaussée avec vestibule et 5 pièces, un premier étage avec 4 chambres et un cabinet de toilette, un grenier et un chemin de ronde. Le 10 mai 1940, l'armée allemande attaque la France. Le 20 mai, le capitaine Bauer, qui commande le peloton lourd du 11e escadron de réparation de la 1re division légère mécanique, quitte la Haute-Ville pour rallier les combattants français du fort de la Crèche. Le 22 mai, le capitaine Bauer est localisé à la ferme Tiertan, du nom des fermiers, qui s'occupent du domaine de Honvaux. Il lance une patrouille, qui capture 2 sidecars allemands, qui accompagnaient des chars légers. Le 23 mai, un peu avant 8 heures, à la demande du commandant de la Tour d'Ordre, le Sirocco, le Mistral et le Cyclone, ouvrent le feu sur des rassemblements de blindés allemands entre Wimereux et Boulogne, au niveau de Honvaux. Les obus des navires français détruisent 2 camions du détachement du capitaine Bauer, qui ordonne ensuite le sabotage des 16 autres camions, en tirant des balles dans le radiateur. Il ne conserve que 3 camions et une voiture, pour rejoindre Wimereux. À 9h30, 12 chars de 30 tonnes de la 2e Panzer-Division du général Rudolf Weyl encerclent le fort de la Crèche et Honvaux. Au même moment, les Junkers Ju-87 effectuent un raid aérien sur Boulogne. Par 3 vagues successives, les hommes du capitaine Bauer quittent la ferme Tiertan, vers la falaise distante de 300 mètres. À chaque sortie, ils sont pris sous le feu des chars. Le capitaine Bauer sera touché à la hanche par un éclat d'obus. Après être arrivé à Wimereux, il rejoindra la garnison du Cap Griné avec les 40 hommes qui lui restent. Le 24 mai, les Anglais évacuent leurs troupes et les blessés, à bord du destroyer l'HMS Venomous. Le 25 mai, les Allemands ont pris possession de Boulogne. Entre mai 1940 et mai 1941, Honvaux est occupé par des troupes de passage, et par des troupes de l'organisation Todd, qui fortifient la côte du Pas-de-Calais, en faisant travailler des prisonniers français. Certains seront logés dans les bâtiments de la ferme. L'ensemble des canons installés en bordure de falaise a été appelé la batterie de Honvaux. En réalité, cette batterie formait la MKB Crèche 2. Cette MKB, avec la MKB Crèche 1, le fort de la Crèche, et la MKB Crèche 3, la pointe de la Crèche, formait le STP 221, Arnica. Plusieurs bunkers seront construits sur la falaise de Honvaux. Ils sont encore présents, même si certains sont tombés à cause de l'érosion. En 1941, les soldats allemands qui vivent à Honvaux profitent de la beauté et de la sérénité des lieux. Ils décrivent Honvaux comme un vrai bijou serti par des murs couverts de lierre. À cette époque, un concert de la marche triomphale d'Aïda de Verdi sera joué dans le jardin, devant la pergola. Le 12 février 1942, 3 cuirassés allemands de la Kriegsmarine passent dans la brume devant Honvaux, dans le cadre de l'opération Cerberus, du nom du chien à 3 têtes, qui gardait les enfers dans la mythologie grecque. Sur décision directe de Hitler, ils sont partis de Brest, où ils étaient bloqués, pour renforcer la présence militaire dans la mer du Nord, au nord de l'Allemagne. Il s'agit des 2 croiseurs de bataille, le Scharnhorst et le Gneisenau. Et du croiseur lourd, Prinz Eugen. Ils sont escortés en Manche par 6 destroyers, 14 torpilleurs, et 32 vedettes lance-torpilles. L'ensemble de cette flotte était sous le commandement de l'amiral Ciliax. Ils longent les côtes depuis Brest, pour éviter d'être détectés par les radars anglais, et pour être protégés par les batteries côtières.
À hauteur de Honvaux, ils frôlent les ruines du fort de Croix, et sont tardivement attaqués par l'aviation anglaise un peu avant midi. Un groupe d'écoliers dont fait partie Guy Bataille, le futur historien du Boulonnais, sera témoin de cette attaque par 6 bombardiers anglais. Malgré cela, les croiseurs atteignent le cap Grinet à 13h20, et leur destination le lendemain à 8h. La fortification du château de Honvaux et de ses environs proches a commencé depuis plusieurs mois. Sur une photo aérienne de l'été 1943, on retrouve l'emplacement du manoir de Honvaux, de la ferme, de la cour d'honneur, du jardin, et du jardin clôturé par un mur de pierre. Sur le point fortifié de Honvaux, 5 ouvrages bétonnés ont été construits. 2 bunkers, et 3 postes pour mitrailleuses MG. Certains de ces abris bétonnés sont encore visibles. Il y avait aussi plusieurs emplacements de combat, pour armes légères, comme ce mur percé de meurtrières. En 1944, Honvaux est devenu le Widerstandnest, c'est-à-dire le point d'appui 219C, de la Festung, la forteresse, Boulogne. Il est appelé Nartigal, ce qui signifie rossignol. On y trouve un détachement d'une trentaine d'hommes. Il dépend du 64e régiment de la 4e division de Flak, qui est une division de lutte anti-aérienne de la Luftwaffe allemande, au sein de la Wehrmacht. Ce régiment était commandé par le capitaine Hermann Egger. Il n'y avait pas d'artillerie sur le point d'appui 219C. Il y avait l'unité 650 de projecteurs qui éclairait les tirs des batteries anti-aériennes du fort de la Crèche. Le 1er mai 1944, Bernard Molleux, propriétaire de Honvaux, meurt pour la France. Le 10 mai 1944, Pierre Drobeck, l'architecte de la restauration de Honvaux, meurt à 50 ans, brûlé vif dans un bombardement à Creil. Le 3 juin 1944, un raid massif a lieu sur tout le littoral boulonnais, dans le cadre de l'opération Fortitude, afin de masquer le débarquement allié qui se prépare en Normandie. Le château de Honvaux et la ferme sont touchés par de nombreuses bombes de forte puissance. Au moins 4 soldats allemands sont tués. 4 membres de la famille Tiertan, les fermiers de Honvaux, sont ensevelis. Constant, le père âgé de 64 ans, Camille Ancel, la mère âgée de 64 ans également, et 2 enfants, René 23 ans et André 19 ans. Le 16 juillet 1944, Pierre Héliot, historien à la bibliothèque de Boulogne, passe devant Honvaux et constate que tout est détruit, sauf le logis classique. Du 17 au 22 septembre 1944, pendant l'opération Vélite, de libération de la Festung de Boulogne, de nouveaux bombardements et combats ont lieu autour de Honvaux, et de Terlinctin au fort de la Crèche. En 1946, seule la façade sud-est de l'ancien château est encore debout. Robert Molleux, qui avait hérité du domaine, envisagea une reconstruction à l'identique. Les plans furent dressés en 1946 par l'architecte boulonnais Émile Dujardin, à partir des plans de Pierre Drobeck, mais le projet ne vit pas le jour. Seule fut reconstruite, en 1950, une habitation moderne pour le fermier. Les bâtiments d'exploitation agricole furent restaurés. Actuellement, à l'est de la route départementale 940, qui conduit de la Crèche à Wimereux, le hameau de Honvaux existe toujours. On peut encore voir la sortie de l'ancienne cour d'honneur. L'ancienne ferme est le siège d'un magnifique centre équestre, exploité par Henri-Pierre Delplace. Ce centre équestre, et son élevage de chevaux, sont très renommés dans la région, et au niveau national. De l'autre côté du chemin de Honvaux, on trouve l'été indien, qui est un camping avec hôtellerie de plein air. Les tipis d'indiens sont visibles de la route du bord de mer.
La falaise au niveau de Honvaux continue de reculer. La faille géologique de Honvaux s'érode peu à peu. Le sentier des douaniers, qui est le chemin qui parcourt le bord de falaise, de Boulogne à Wimereux et au-delà, est menacé à cause des nombreux éboulements et exfiltrations d'eau. Néanmoins, le site de Honvaux reste admirable. Encore aujourd'hui, la vue y est imprenable et splendide. La présence des chevaux de la ferme de Honvaux, et de leurs cavaliers, contribue à la beauté de ce site. L'histoire de Honvaux se poursuit paisiblement. Si vous souhaitez voir une vidéo sur l'histoire, la géographie, les monuments, le patois, la géologie, la nature, de cette belle région boulonnaise, ou bien si vous souhaitez aider par vos connaissances à réaliser une vidéo, alors envoyez un email à l'adresse suivante: le@gmail.com.